Je suis là sur la chaleureuse invitation d'Emmanuel et de Jean-Thomas. Je ne pouvais pas refuser cette invitation, même si, à l'heure qu'il est, je soupçonne Emmanuel d'esquisser un petit sourire parce qu'il se doute qu'il me pousse hors de ma zone de confort, c'est-à-dire je suis assez éloigné de mes lettrés au XVIIIe siècle, puisque Emmanuel m'a donc passé commande, effectivement, d'essayer de traiter du légisme, de la place du légisme, de plus en plus important et de plus en plus assumé dans la politique chinoise, en particulier depuis Xi Jinping. Alors, d'ailleurs, je dirais un mot sur le Zhang à mon tour, c'est que Zhang, cette vertu du renoncement, je peux citer Han Sheng, puisque le professeur Julien est parti, selon Han Sheng, le Zhang est la dimension ultime du rite. Or, ça tombe bien, puisque en réalité, la Chine aujourd'hui laisse de moins en moins de place au genre et se trouve de plus en plus agressive, se montre de plus en plus agressive, offensive, dans leur initiative. Or, il se trouve que cette dialectique du rite, du genre, et de la loi est, ma foi, au cœur de toute la problématique de la gouvernance en Chine, puisque le rite étant plutôt l'apanage, du moins en théorie, parce qu'en pratique c'est plus compliqué, de la tradition lettrée qu'on appelle par commodité confucianisme, tandis que la loi et son efficience absolue, évidemment, est l'outil principal des législateurs. Nous sommes au cœur du sujet, ce genre tourne autour de nous. Et voilà. Donc, Manuel m'a demandé, est-ce que tu pourrais traiter du légisme? Alors, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et puis, effectivement, dans son livre, le légisme apparaît parfois. Et j'avoue que les fois où le légisme apparaît, c'est vraiment pertinent. Je prends par exemple page 76. Tandis que le confucianisme souligne l'harmonie chinoise, les légistes accordent une importance cruciale à la violence politique. Cependant, les deux aspects de la pensée chinoise, que sont le confucianisme et le légisme, ne peuvent être séparés l'un de l'autre sans nuire à notre compréhension du système politique chinois jusqu'à aujourd'hui, où le processus d'harmonisation de la société chère aux dirigeants chinois apparaît souvent à l'esprit lucide et facétieux de certains critiques comme une euphémisation de la violence que le pouvoir exerce contre sa propre population. Cette violence s'appuie aujourd'hui non seulement sur le châtiment, mais aussi sur un contrôle numérique totalitaire, sans équivalent dans l'histoire de l'humanité, un contrôle qui aurait fait rêver les légistes lorsqu'ils prenaient la surveillance et la dénonciation réciproque des individus. On va voir ça plus en détail. Mais aussi, page 15-16, toute la pensée de Han Fei, grande figure du légisme, on va voir, et avec lui celle des autres penseurs légistes, consiste à proposer aux souverains des techniques de manipulation pour éviter que la violence collective ne retombe sur lui. Pour l'homme unique qu'est le souverain, toute leur politique consiste à tenir à distance les 10 000 hommes, la foule qui spontanément aurait les yeux braqués sur lui. Et là, je me suis dit, oui, évidemment, il a envie de parler du légisme, il ne peut pas parler du légisme parce que ce n'est pas l'objet du livre, donc il a fait d'autres choix, mais on comprend son envie d'aborder le légisme et ses intuitions sur le légisme paraissent tout à fait pertinentes. Et d'ailleurs, avant de commencer, je dirais que depuis que je connais Emmanuel, je suis d'accord avec lui sur bien des points sur la Chine, il y en a d'autres sur lesquels je ne suis pas forcément. Néanmoins, je dois reconnaître que le côtoyer est très stimulant intellectuellement parce qu'il vous pousse toujours à penser la Chine à partir d'un angle d'approche, un angle de vue auquel vous n'aviez jamais pensé. Et vous dites, mais bon sang, c'est vrai. Et vraiment, pour ça, c'est un enrichissement permanent dans son travail sur la Chine. Alors, mon propos s'intitule « La flèche de l'intelligence ou le filet de la loi », vous allez comprendre pourquoi, la tentation légiste en Chine. Je ne peux pas m'empêcher de vous citer le Lao-Tzu 73, enfin, une phrase de Lao-Tzu 73, pour le garder en tête. « Si vaste est le filet du ciel, à ses mailles étendues, rien n'échappe. » Bien sûr, certains d'entre vous penseront au filet dont parle René Girard dans La route antique des hommes pervers, ce filet auquel personne n'échappe, mais on va le décliner. Une fois n'est pas coutume, je souhaiterais introduire mon propos par une anecdote à laquelle John Agorway a fait allusion ce matin, en répondant à une de vos questions, je crois. En 2018, les presses de l'Université des sciences électroniques et technologiques de Chine, la célèbre USTC, qui est toujours dans les bons coups, qui est située à Chengdu dans le Sichuan, ont publié une édition révisée d'un manuel consacré à la déontologie et à la loi. Ce manuel illustre l'obligation légale du citoyen en rappelant notamment la péricopée adulterae, c'est-à-dire l'épisode de la femme adultère dans l'Évangile selon Jean. Conformément aux Écritures, d'après le texte, Jésus se voit soumettre le cas d'une femme coupable d'adultère devant donc être lapidée comme exige la loi. Il répond dans le manuel, pareillement à l'épisode relaté dans la Bible, le tracé sur le sol au moins,
et disperse alors la foule en prononçant la célèbre phrase que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Le texte chinois lui dit littéralement « s'avance pour la frapper à mort ». Mais le récit prend ensuite une tournure inattendue. Ayant entendu cette parole, plus personne ne s'avança. Lorsque la foule fut dispersée, Jésus prit des pierres et frappa cette femme à mort, en disant « Moi aussi je suis un pécheur ». Mais si la loi ne pouvait être appliquée que par des personnes parfaites, poursuit-il, elle viendrait immanquablement à mourir. Et le manuel expliquait plus loin, je cite toujours, « Du point de vue du rôle social de la loi, les lois socialistes de la Chine sont la garantie légale du bon développement de la cause du socialisme à la chinoise. » Nul ne saurait donc enfreindre la loi, pas même un fils de Dieu ramené ici à sa condition de pécheur, c'est-à-dire de simple mortel. Cette anecdote illustre ainsi la force de la loi, Fa en chinois, en Chine. Et à ceux qui dénoncent l'arbitraire du Parti communiste chinois, les officiels de l'RPC répondent que la Chine, précisément par son respect des lois, est au contraire un état de droit. Je vais revenir sur ce point. Un état de droit qu'ils traduisent par « fazhe », traduire ce concept, j'y reviendrai. Mais en réalité, aux yeux des dirigeants chinois, ce terme ne désigne pas tant la soumission de la puissance publique à la loi que le gouvernement absolu du parti par la loi. Il s'agira donc ici de montrer l'influence croissante et de plus en plus assumée du légisme dans la politique chinoise contemporaine. Je le ferai en 3 temps. D'abord, je vous présenterai rapidement ce qu'est le légisme dans l'histoire, ce qu'a été le légisme dans l'histoire. Puis ensuite, j'essaierai de montrer donc la façon parfois brillante dont la Chine a trempité le monde en 2 temps, en évoquant l'état de droit, justement, et puis en parlant du rêve chinois bâti du légisme. Et là aussi, je ne suis pas dans ma zone de confort parce que je ne suis pas juriste. On va faire mieux. Alors, cette première partie, je l'intitule Le filet de la loi, évidemment, je ne peux pas faire autrement. Alors, qu'est-ce que le légisme? Eh bien, à l'instar des autres courants de la Chine antique, le légisme fut d'abord une orthopraxie, avant de devenir une école constituée et recensée par l'historiographie au début de l'ère commune. Il s'agissait, sur le royaume combattant, disons 480-222 avant Jésus-Christ, d'un ensemble de pratiques duquel allait progressivement émerger une théorie politique articulée autour de l'hégémonie de la loi émanée du seul souverain. Alors il y a des textes fondateurs, dans ce travail j'en ai utilisé 3 notamment, que sont le Guanzi, le livre de Maître Guan, le Shang Junshu, le livre du prince Shang, et bien sûr le Hanfei, le livre du prince de Maître Hanfei. Alors, Guanzi et Shangyang étaient des hommes politiques, des ministres. Hanfei, lui, était un idéologue et probablement le penseur qui a synthétisé de façon la plus complète la doctrine légiste. Si ça vous intéresse, pour y revenir, je vais passer sur l'origine de ces textes et on va aller directement à l'essentiel. L'objectif du légisme s'avère éminemment politique puisqu'il consiste à construire un pays prospère doté d'une armée puissante. Une phrase célèbre, extraite justement de ce texte légiste, on dit en chinois, j'y reviendrai, Fuguo Qiangjun. Et vous me direz que ce n'est pas très original, parce qu'après tout, c'est bien l'objet de bon nombre de chefs d'État. Et en cela, c'est plutôt légitime. En revanche, la manière d'y parvenir, elle, est bien plus originale. En effet, tandis que le confucianisme, soucieux de retrouver la sagesse des anciens rois, considérait la question du gouvernement et de l'ordre dans la société avant tout comme un problème d'homme et de vertu, les légistes instaurèrent une idéologie de l'administration fondée sur l'analyse objective de la situation présente du royaume. Comme l'écrit Jean Lévy, les légistes substituèrent aux vérités conjecturales la tyrannie du nécessaire. De fait, là où Confucius pariait sur l'avènement de l'homme de bien, Hanfei et ses pairs cultivaient une vision positiviste du monde. Alors, je vais parsemer mon petit exposé de traduction de textes anciens, un peu dans le sillage des grands sinologues, le professeur Terrard essayait de profiter donc de l'héritage culturel et civilisationnel pour construire une grille de lecture sur les problématiques contemporaines. En suivant la voie du ciel, nous dit Hanfei, on obtient des résultats à peu de peine. En s'accordant aux inclinations des hommes, il n'est pas besoin d'user de beaucoup de châtiments pour se faire obéir. Sitôt que les châtiments sont appliqués avec discernement, ni les sages comme Boi, ni les brigands comme Zhe ne sèment le désordre. Boi était un sage qui pratiquait le retrait dissident jusqu'à mourir de faim sur la montagne. C'est un cas de capacité subversive. Et Zhe est l'archétype du brigand, un brigand qu'on trouve notamment dans le Zhuangzi. Alors, ces prescriptions de Hanfei paraissent mesurées et pourraient à certains égards nous rappeler le nom d'agir taoïste, mais nous ne nous y trompons pas pour 2 raisons. D'une part, les inclinations de l'homme, que j'emploie ici comme un terme épicène, révèlent sa nature cupide et craintive qui lui fait espérer les récompenses et redouter les châtiments. Le légisme n'a donc que faire d'une anthropologie de la morale, il prend pour point de départ l'homme tel qu'il est et non tel qu'il devrait être. Pour gouverner les hommes sous le ciel, nous dit Hanfei, il faut se conformer à leur nature,
Parce qu'ils ont des attirances et des aversions, les récompenses et les châtiments sont utiles. Et le livre du prince Chang décrit ainsi le peuple. Il cherche son propre intérêt, comme l'eau dévale la pente sans préférer une quelconque direction. Ce n'est ni bien ni mal, cela s'inscrit juste dans l'ordre des choses, l'aspiration des hommes à la réalisation de leur intérêt personnel. Il est donc impératif de fonder l'action politique sur ce constat. À travers une analyse à la tonalité malthusienne, Ramphey explique que si le désordre a gagné la société, ce n'est pas tant que l'homme a changé, mais plutôt parce que les biens se sont raréfiés et la population a crû. Dès lors, le renoncement rituel, le genre, l'effacement et la générosité ne sont plus de mise. Le théoricien légiste illustre ses conclusions par une historienne bien connue, que je traduis donc ici. Un laboureur du pays de Song avait dans son champ une souche. C'est pas facile à dire, avait dans son champ une souche. Un jour, un lièvre la heurta en s'y courant et s'y brisa la nuque. L'homme abandonna sa charrue et se mit à surveiller la souche, dans l'espoir d'attraper ainsi d'autres lièvres. Mais il attendit en vain et devint alors la risée de toute la principauté. Tous ceux qui souhaitent aujourd'hui recourir aux méthodes de gouvernement des anciens rois, nous dit Ramphey, pour les appliquer à nos contemporains, sont pareils à ce gardien de souche. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas confondre les prescriptions de Ramphey avec le monarchie taoïste est la suivante. Dans la phrase que je vous ai citée, il est question des châtiments que l'on doit appliquer avec discernement. Eh bien, cela signifie que ces châtiments doivent être à ce point sévères et cruels que la terreur qu'ils suscitent doit dissuader toute personne de les encourir. L'objectif est atteint lorsqu'ils n'ont plus à être employés. Le prince n'est donc prince que parce qu'il dispose des deux manipules que sont les châtiments et les récompenses. Un tigre édenté et dépourvu de griffes n'a plus de pouvoir sur les autres animaux, dit Ramphey. Pour garder son pouvoir répressif, le prince doit s'appuyer sur l'autorité et non sur l'intelligence, conférée au Boï, qui constitue une capacité subversive à l'image du Boï, ni même sur la loyauté, tant celle-ci pousse le souverain à la partialité, laquelle partialité est source de chaos. Le prince use de la bureaucratie, mais il doit se méfier des dignitaires pour se préserver d'une révolte palatine. Le secret de son pouvoir réside dans la surveillance et la manipulation, j'y reviendrai. Néanmoins, Ravelson nous dit déjà, un souverain avisé observe les autres sans se laisser lui-même observer. Et bien qu'il vive dans les profondeurs du palais, son regard pénétrant éclaire l'être même. Or, si la loi y ressort de tous, l'art politique, lui, reste l'apanage du seul souverain. Tous deux servent néanmoins à assurer sa domination. À dire vrai, aucun texte légiste ne définit la loi à proprement parler, ni même plus généralement la doctrine qu'elle structure. Mais il est un passage de Ramphey qui en fournit une allégorie explicite et qui va nous faire comprendre le choix du titre. Un homme du pays de Song, toujours peut-être le même, qui sait, dit un jour, si I, qui était un archer légendaire, si I, l'archer légendaire, devait abattre d'une flèche tous les moineaux volant devant lui, il finirait par en rater. Tandis qu'en disposant un filet sous le ciel, chacun d'eux serait attrapé. Il existe également un grand filet pour les actes délictueux qui n'en laissent échapper aucun. À ne pas tirer leçon de cet argument, il a toujours préféré l'arc et les flèches, c'est-à-dire l'intelligence, alors même le grand homme d'État Tzjan eût fini par rater sa cible. Et Lao Tzu de nous enseigner qui gouverne un État par l'intelligence en est le malfaiteur. Ce grand filet pour les actes délictueux est bien entendu la loi. Son importance est décisive, car nul État, nous dit le texte légiste, Ramphey toujours, nul État ne connaît de puissance ou de faiblesse immuable. Lorsque le respect de la loi est puissant, l'État devient puissant. A l'inverse, lorsque le respect de la loi est faible, l'État devient faible. À quoi on peut rajouter un extrait du livre du prince Chang. Pour pouvoir vaincre un puissant ennemi, il faut d'abord vaincre son propre peuple, c'est-à-dire le sien, pas le peuple ennemi, son propre peuple. La victoire sur le peuple s'enracine dans le contrôle de ce peuple, comme le métallurgiste contrôle le métal ou le potier l'argile. Si les racines ne sont pas solides, le peuple sera pareil aux oiseaux qui volent et aux quadrupèdes qui galopent en tous sens. Qui pourra alors les contrôler? Les racines du peuple sont la loi. Pour être appliquée, la loi doit être connue, et donc elle doit être officiellement promulguée. Elle nécessite pour cela un appareil bureaucratique composé de fonctionnaires rigoureux. Ramphey continue, quand la loi est promulguée, elle est fixe. Si elle demeure égale pour tous, les fonctionnaires demeureront intègres. La relation entre le prince et ses ministres est davantage développée dans le texte de Ramphey que dans celui du prince Chang. Le premier décrit en effet les fonctionnaires comme le tronc à secouer pour agiter la frondaison d'un arbre pour faire s'envoler les oiseaux, plutôt que de procéder feuille par feuille, ou comme le filet du pêcheur qui permet de récolter une pêche plus abondante en fournissant moins d'efforts. La loi, sa promulgation et son respect absolu, y compris par les dignitaires, les fonctionnaires, ainsi que la surveillance généralisée et orchestrée par le prince lui-même, commence à voir le lien de l'État contemporain, tels sont légis contre la corruption et la garantie d'un État puissant.
Qui souhaite enfin penser le légisme du point de vue de la culture juridique occidentale pourra s'inspirer de l'article récent écrit par Nathaniel Sussman, Chinese Legalism and the Concept of Law. L'auteur y présente le légisme comme une théorie politique normative amorale visant une efficacité fonctionnelle au-delà du bien et du mal. Il constitue alors une alternative aux deux paradigmes dominants dans les systèmes occidentaux que sont le positivisme juridique et le droit naturel. De ce point de vue, le légisme se distingue du premier modèle en cela qu'il pose précisément une normativité, et du second, car cette normativité échappe à tout critère moral. Le légisme ne s'intéresse en effet pas tant au contenu de la loi qu'à son application. Alors, je vais passer aussi rapidement sur la raison du succès du légisme. Pour faire simple, vous aviez au IVe siècle avant notre ère, à l'époque des royaumes combattants, 7 royaumes voisins donc, qui se livraient concurrence, qui coexistaient, tantôt bataillaient. Et puis, l'un d'eux, le royaume de Chine, va prendre le légisme comme orthodoxie, va mener des réformes structurelles très fortes, notamment au sein de l'administration et puis de l'armée, va imposer l'usage de la cavalerie et de l'arbalète, et partant du constat initial que la cause du déclin de ces royaumes était la montée en puissance des maisons seigneuriales au détriment de la puissance du pouvoir central. Et donc le conseiller légiste, Changyong en l'occurrence et quelques autres, vont tâcher de remédier à ce problème, vont redonner toute la puissance au pouvoir central, et donc Qin va conquérir les autres royaumes et fonder en 221 avant Jésus-Christ le premier empire de Chine. Donc on mesure une des raisons qui explique le succès du légisme. Malgré la rapide faillite des Qin 11 ans plus tard et l'adoption du canon confucéen comme orthodoxie dès la dynastie suivante, le confucianisme n'a jamais totalement remplacé le légisme, comme on peut le lire ça et là. Ce n'est pas vrai. Un professeur de droit chinois installé en France, Xu Zhenzhou, a fait une thèse sur le sujet, et je vous lis juste un extrait. Ainsi, nous pouvons dire avec simplicité que le confucianisme et le légisme dominent ensemble la politique chinoise. Le premier est employé dans la propagande, dans l'éducation du peuple, avec pour but de former des sujets modèles et obéissants, et d'amortir les conflits sociaux. Le légisme, lui, joue un rôle de répression des révoltes éventuelles, de prévention contre l'usurpation du pouvoir du roi par ceux qui l'ambitionnent, et de maintien de l'ordre dans la société. Le premier est le masque, le deuxième la substance. Le premier est la propagande, le deuxième la réalité. Le premier est le prêtre, le deuxième le policier. Pour autant, la Chine se présente aujourd'hui non pas comme un état de loi, mais comme un état de droit. Alors essayons de voir ce qu'il en est réellement. La Chine est-elle un état de droit ou de loi? C'est donc la deuxième partie. Pour ça, on va faire un petit peu de chinois. J'aurais dû concevoir un petit PPT, ça aurait été plus simple, on va essayer d'y arriver sans. Tout à l'heure, je vous ai dit que le vocable qui était utilisé et que les Chinois traduisaient par état de droit était fa zhe. D'accord. Il est composé de deux synogrammes, fa et zhe. Fa signifie la loi, zhe signifie mettre en ordre. En réalité, c'est un couple bisyllabique, et en chinois, il est très fréquent qu'un couple bisyllabique soit l'abréviation d'une expression plus longue. En l'occurrence, je vous passe les détails techniques, quadrisyllabique. Donc, lorsque on dit fa zhe, il faut comprendre en réalité I fa zhe guo. Et I, ça veut dire s'appuyer sur. Fa, la loi. Zhe, pour mettre en ordre. Guo, le pays. Alors, cette préoccupation de s'appuyer sur la loi pour gouverner le pays est évidemment très ancienne. Il se trouve que les idéologues du parti depuis plus de 40 ans travaillent dessus. Alors, tantôt la notion apparaît dans les textes officiels, tantôt elle disparaît. Enfin, toujours est-il que en 1979, Deng Xiaoping a imposé que l'État, la gouvernance par la loi s'impose à la gouvernance par l'homme, la gouvernance de l'homme, avec une petite ambivalence, puisque effectivement dans les textes légistes, on préfère la gouvernance par la loi, la gouvernance par les hommes, puisque la loi s'impose à tous, mais en même temps la gouvernance par les hommes parfois est équivoque, puisque c'est cet homme-là, il s'agit d'un seul et même homme, c'est le souverain. Donc, parfois, il faut lire entre les lignes qu'il s'agit aussi de la gouvernance de l'homme sur la loi, mais officiellement dans les textes, évidemment, la gouvernance par la loi prime sur la gouvernance par les hommes. Et je vous passe tout l'historique. En 1997, le rapport du 15e Congrès national fit officiellement de la gouvernance du pays fondée sur la loi la stratégie de base du parti pour diriger le peuple. Voilà donc qui se rapprochera en apparence de l'état de droit selon la vision européenne, à savoir un état dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée.
Mais la réalité s'avère bien plus équivoque. Nous arrivons là à la deuxième leçon de chinois, c'est que le chinois est composé d'un peu plus de 50 000 sinogrammes. On dit par commodité idéogrammes, mais en réalité ce sont des sinogrammes, des idéogrammes étant une catégorie de sinogrammes. L'inventaire graphique est 130 fois supérieur à l'inventaire phonique. Donc vous avez un petit peu moins de 500 combinaisons phoniques pour prononcer plus de 50 000 caractères, ou 3 à 6 000 sur l'usage courant. Et donc évidemment, vous comprenez bien que l'homophonie prend une valeur toute particulière. Et que ça va permettre des jeux de mots. En prononçant un caractère, vous pouvez en réalité convoquer un autre caractère qui se prononce de la même façon. Les Chinois en jouent énormément. Or, si on reprend notre Yi Fa Che Guo, gouverner le pays en s'appuyant sur la loi, qui serait donc l'expression complète de notre Faj, que les Chinois traduisent par l'état de droit, et bien en réalité, par homophonie, ce Yi Fa Che Guo nous rappelle étrangement un Yi Fa Che Guo. Donc, non plus Yi Fa Che Guo, mais Yi Fa Che Guo. C'est-à-dire que le premier caractère se prononce de la même façon, mais il ne s'agit pas du même caractère. Et ce caractère-là ne signifie pas s'appuyer sur, mais signifie utiliser. Et alors là, le sens de l'expression, ce n'est plus s'appuyer sur la loi pour gouverner le pays, mais gouverner le pays par la loi, utiliser la loi pour gouverner le pays. Or, étrangement, cette expression, avec ce « yi » au moyen de, c'est précisément une expression au cœur de la pensée de Ramphei que l'on trouve dans le texte. Et ce n'est sans doute pas un hasard. Donc, lorsqu'aujourd'hui, en fait, pour faire simple, lorsque vous avez des discussions avec des officiels chinois, et qu'ils vous disent qu'ils ont tout inventé, ils ont inventé la laïcité depuis les Tang, ils ont inventé l'état de droit, ils ont etc. Et ils vous disent, vous voyez, l'état de droit, nous en chinois, c'est Fazhe. Alors là, nous, la plupart des gens, c'est oui, d'accord, très bien. Puis si vous dites, oui, l'état de droit Fazhe, mais dans votre état de droit Fazhe, on ne voit même pas l'état. Donc expliquez-nous. Ah oui, disent-ils, mais parce qu'en fait, c'est l'abréviation de Yi Fazhe Guo. Donc, gouverner le pays en s'appuyant sur la loi. Ah bon, ok, ça me paraît tout à fait convaincant. Et si vous connaissez votre texte légiste, vous savez qu'en fait, c'est une convocation discrète, non pas en s'appuyant sur, mais au moyen de. Ce qui, dans les faits, implique des conséquences substantielles. Alors, notamment, pour comprendre ces conséquences, il faut savoir que les textes légistes nous disent que seule la loi établie par le souverain est garante de ce qui est juste. Donc on comprend bien que le souverain ne s'impose pas à une loi qui le transcende. Il ne s'appuie pas sur une loi qui le dépasse. La loi émane de lui. Le positionnement est radicalement différent. Le Guanzi, lui, affirme que la loi est bel et bien engendrée par le souverain lui-même. Là encore, la loi ne transcende pas le souverain. Donc le souverain ne s'appuie pas sur la loi pour gouverner, mais il se sert de la loi qu'il crée lui-même pour gouverner. Toujours selon Ramphei, le souverain n'est pas un homme. Il est le principe absolu. Il est le temps. Il est la loi. De fait, la loi qui émane de lui est cosmique et ne saurait souffrir d'une quelconque opposition. La contestation juridique n'est donc pas permise et le rôle du droit s'avère limité. La loi est absolue, mais elle n'est pas immuable. Comme cela fut signifié précédemment, le légisme cultive avant tout une éthique de responsabilité, pour emprunter cette expression à Weber. Il prône l'analyse objective d'une situation donnée afin d'engager les moyens qui lui correspondent, et non les chimères d'un autre âge. Différence fondamentale avec les penseurs confucéens. Pour rappel, Ramphei nous dit « Dans la haute antiquité, les hommes rivalisaient de morale, dans la moyenne antiquité, ils recouraient à la ruse, aujourd'hui, ils s'opposent par la force. » On n'est plus dans le genre. Aussi, continue-t-il, la lance et la hache de cérémonie étaient-elles utiles aux temps anciens, mais elles ne le sont plus aujourd'hui. C'est pourquoi, poursuit-il, quand les affaires sont différentes, les moyens changent. Ainsi, la loi demeure supérieure à tout, mais pour garder son entière efficience, elle doit épouser des circonstances. D'ailleurs, cette adaptabilité aux spécificités du réel, ou tout du moins ce qui est jugé comme tel, s'appuie tout autant sur des critères historiques que sociaux et civilisationnels. Ça, c'est une clé de lecture utile pour comprendre le relativisme culturel dont font souvent preuve les diplomates chinois à l'endroit des sujets sociétaux. L'universalisme occidental ne peut pas raisonner en terre chinoise. Nous avons notre propre conception des droits de l'homme qui diffère de la vôtre. Selon le professeur de droit de l'Université Laval au Québec, Pierre Belkevic, cette supériorité absolue de la loi, son émanation du pouvoir politique, qu'elle ne transcende pas, et son adaptabilité à l'aune des besoins de ce pouvoir, en l'occurrence le parti et peut-être maintenant le président, se retrouve dans la culture juridique chinoise contemporaine. Elle est en cela un héritage direct du légisme antique. Belkevic ajoute que l'hyperréalisme légiste a pour particularité de faire de la loi un élément même de la réalité, sans aucune dimension symbolique et normative censée dépasser l'homme et le pouvoir. Par conséquent,
Sa seule nécessité consiste à se doter d'un appareil d'administrateur pour assurer le bon fonctionnement d'un droit entièrement bureaucratique, ne laissant que peu de place aux juristes et aux avocats. Alors que la culture juridique occidentale demeure essentiellement polémique, puisqu'elle trouve son origine dans l'argumentation et l'opposition, le phénomène juridique chinois est davantage pensé comme une totalité irénique, incarnée par le rite dans le confucianisme et par la loi dans le vichisme. Pour Melkevic, donc, ce phénomène est celui d'une idéologie de l'administration dans laquelle le régime de droit, le ius moderne, est de facto condamné à l'ineffectivité. C'est précisément ce dernier point qui, à ses yeux, discrédite la capacité de la Chine à constituer également un état de droit. Alors, on pourrait commenter, peut-être qu'on le fera après, mais un autre point est important ici, c'est que interroger la légitimité de l'état de droit en Chine impose de facto de s'intéresser au rôle et à la place du Parti communiste. S'il existe bel et bien un État aujourd'hui en Chine, celui-ci est soumis à la direction du parti qui joue le rôle premier. Et d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de vous citer le programme général des statuts du Parti communiste chinois. Petite expérience. Alors, le Parti communiste chinois dirige le peuple dans le développement de la gouvernance populaire socialiste. Il s'attache à préserver l'unité organique de la direction du parti, de la souveraineté de l'État par le peuple et de la gouvernance du pays fondée par la loi. Il emprunte la voie du développement politique socialiste à la chinoise, ainsi que de l'état de droit socialiste à la chinoise. Il améliore le système légal socialiste à la chinoise et renforce l'exécution des lois afin de rendre toutes les affaires du pays conformes à l'état de droit. Christine Chen, qui est une juriste spécialiste de la Chine, conclut que, de par sa position et l'identité des dirigeants à la fois au sommet du gouvernement et au sommet du parti, puisqu'on a une coexistence des deux appareils, fait que la construction d'un état de droit aujourd'hui en Chine est en tout repos. Je la cite. Alors, nous arrivons maintenant à la troisième partie, peut-être à mon sens la plus intéressante, la plus en lien avec le livre d'Emmanuel. C'est la part du légisme dans le rêve chinois de Xi Jinping aujourd'hui. Alors, on a connu une étape. Dans les années 80, les Chinois nous vantaient une émergence pacifique, Repinjuti. Et puis, dans les années 2000, les Chinois nous ont vendu un développement pacifique. Toujours pacifique, rassurez-vous. Nous n'avons aucune velléité impérialiste. Nous n'avons jamais connu ça. Et d'ailleurs, rappelez-vous la phrase de Xi Jinping prononcée à Barack Obama en 2015 lors de son premier déplacement aux États-Unis, rendu célèbre aussi par Xi Jinping faisait écho par le livre de Graham Allison sur le piège du Thucydide, lorsque Xi Jinping met en garde le président américain en disant « Prenez garde de ne pas tomber dans le piège du Thucydide », sous-entendu « Faites attention à votre sens de la paranoïa à notre endroit. Nous sommes habités par Occanibris et donc nous n'avons aucune velléité impérialiste. » Et pacifique, émergence pacifique, développement pacifique, tout cela est pacifique. Néanmoins, on commence à avoir une petite progression, d'émergence au développement. Et puis, lorsque Xi Jinping arrive au pouvoir, il n'y a plus d'émergence, il n'y a plus de développement, puis il n'y a plus de pacifique, puisque maintenant c'est le rêve chinois. Et lorsqu'on passe du développement pacifique au rêve chinois, lorsqu'on passe de l'émergence pacifique au développement pacifique et au rêve chinois, on comprend que le curseur est en train de bouger, et qu'il est de moins en moins nécessaire de rassurer l'Occident, et que la politique intérieure devient de plus en plus importante pour assurer la pérennité du pouvoir en place. Et donc, ce rêve chinois, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce rêve chinois, d'une certaine façon, Xi Jinping l'a dit dans un discours, grâce à ce rêve chinois, la Chine peut enfin regarder le monde d'égal à égal, face à face. Notre célèbre ambassadeur de Chine en France, qui n'arrête pas de se faire remarquer par ses frasques, lui, dans une interview donnée dans une émission à France 2, dira que la Chine a abandonné la diplomatie de l'agneau, pour adopter celle du loup. C'est ce même ambassadeur qui, lors des félicitations adressées par nos parlementaires à la présidente de Taïwan pour sa réélection, avait publié un message disant que les félicitations des parlementaires français pour la réélection de Tsai Ing-wen faisaient le même effet que lorsqu'un crapaud vous monte sur le pied. C'est pas dangereux, ça ne mord pas, mais c'est dégoûtant. Voilà, ce monsieur est l'ambassadeur de Chine en France. Il y a du panache. Récemment, l'IRSEM a publié un rapport très intéressant sur les opérations d'influence chinoise, et dans ce rapport, l'IRSEM parle, les deux auteurs de ce rapport, les deux auteurs en tout cas dont les noms
figure, mais ils sont plus nombreux, parle d'un moment machiavélien. Ce moment machiavélien lors duquel la Chine passe d'une stratégie de séduction à une stratégie d'intimidation. Alors on pourrait dire beaucoup de choses sur le rêve chinois de Xi Jinping. De l'alternative plus humaniste et écologique au rêve américain tel que l'avait espéré Thomas Friedman, dans un édito New York Times, à la suprématie militaire et économique de la Chine sur les États-Unis, conformément à la vision belliciste du colonel Liu Mingfu, qui a donc publié un livre s'appelant le rêve chinois. Sans doute la meilleure définition se situe-t-elle entre ces deux bornes. Le président chinois utilise officiellement ce terme pour la première fois à la fin de l'année 2012, le définissant comme l'accomplissement du grand renouveau de la nation chinoise, et de la nation chinoise le plus grand rêve. En somme, ce rêve chinois revient à bâtir un Fuguo Changjun, un pays prospère doté d'une armée puissante. C'est-à-dire l'objectif hérité du légisme antique. Ce n'est donc pas un hasard s'il s'agit aussi du titre d'un ouvrage paru en 2015 sous la plume de deux officiers de l'armée populaire de libération et consacré à l'approfondissement de la fusion stratégique civilo-militaire. Alors, il se trouve que, le temps passant, je ne vais peut-être pas détailler toutes les occurrences de cette expression dans les discours de Xi Jinping, il y en a quelques-unes. Il dit donc en 2014, en 2012, qu'il est donc nécessaire de combiner la prospérité du pays avec la puissance de l'armée. Donc Xi Jinping le théorise et en parle à longueur de discours. En revanche, il est intéressant de mettre ces déclarations en perspective avec un passage de Ramfei, toujours notre cher Ramfei. Voilà ce qu'il nous dit. La souveraineté, c'est ce qui permet d'attaquer autrui. La paix, c'est lorsqu'on ne peut pas soi-même être attaqué. La puissance permet d'attaquer autrui, l'ordre de ne pas être attaqué. L'ordre de la puissance ne dépend pas de l'extérieur. Il repose sur la politique intérieure. On ne peut pas y parvenir sans recourir au droit et aux techniques de manipulation dans le pays et en usant d'intelligence diplomatique en dehors. D'où le dicton, les longues manches font les bons danseurs. Il faut donc se donner les moyens nécessaires et les utiliser à propos. C'est ce que semble faire à merveille Xi Jinping. Après avoir gravi tous les échelons jusqu'au pouvoir suprême, 2012-2013, il a su renforcer son emprise sur l'appareil politique, sur le parti, et devenir le nouveau souverain à la clôture du 20e congrès. Son règne est désormais sans partage. À ce jour, le prince n'est plus tant le parti que le président lui-même. Alors, pardon, monsieur Chambre, au-delà des coquetteries d'intellectuels occidentaux, le plus souvent, c'était pas le cas aujourd'hui, qui convoquent volontiers Maître Sun et son art de la guerre pour expliquer la problématique chinoise, pour interpréter la stratégie de la politique chinoise, il semble en réalité plus pertinent aujourd'hui de se plonger dans les classiques légistes. C'est du moins ce que disent les Chinois, les officiels chinois, dans les couloirs. C'est aussi ce que disent bon nombre de journalistes en Chine qui essaient de gloser la pensée de Xi Jinping. Alors cette tradition légiste a survécu à l'Empire. Elle s'est fait entendre à plusieurs reprises au cours des 20e et 21e siècles. Je ne détaillerai pas, mais au matin de la République de Chine sur le continent, durant les campagnes anti-confuciennes sous Mao, à l'heure des réformes d'ouverture de Deng Xiaoping, et bien plus encore depuis le 18e congrès du PCC réuni en 2012. C'est en effet sous l'actuel président chinois que l'influence du légisme se révèle la plus forte. Lui-même reprend d'ailleurs dans sa gouvernance de la Chine, en 2 volumes, cette métaphore commune au livre du prince Shang et au livre de Ramfei. Les arbres cèdent quand les termites sont nombreuses, les murs s'effondrent aussitôt que les lézards sont profonds. À l'observer exercer le pouvoir, Xi Jinping semble appliquer une recommandation de Ramfei de façon bien plus résolue que ses prédécesseurs. Celle-ci ne souffre d'aucune ambivalence. Le prince doit veiller à garder absolue et pour lui seul la capacité décisionnaire, car 5 obstacles menacent de le faire trébucher. Le premier est sa mise à l'écart par ses ministres, et les 4 autres concernent sa perte de contrôle sur les richesses, la promulgation des ordres, les décisions de justice et les promotions. David K. Schneider, qui est un sinologue américain, va dans le sens lui aussi d'une inspiration légiste plus marquée de la part du pouvoir actuel et considère que la centralisation actuellement croissante du pouvoir, la lutte orchestrée par Xi Jinping contre la corruption et les modalités du rêve chinois en sont la manifestation. Il ajoute notamment que la dimension du châtiment a pris une forme légale nouvelle à travers 2 notes internes du parti, le document numéro 9 et le document numéro 30. Le contenu du premier a été divulgué en 2013 dans la presse, sa révélatrice a été emprisonnée. Le second, demeuré confidentiel, constitue vraisemblablement un prolongement du précédent. Il s'agit d'une version modernisée des 5 vermines, soit le chapitre 49 du livre de Ramfei, qui identifie littéralement 7 sujets non discutables aujourd'hui. Ces 7 sujets sont les suivants. La promotion de la démocratie occidentale, la promotion des valeurs universelles, la promotion de la société civile, la promotion du néolibéralisme, la promotion de la vision occidentale de la presse, la promotion du nihilisme historique,
et la mise en doute de la politique de réforme et d'ouverture. Document numéro 13. Numéro 9. Non, 9, 30. Alors, toutes ces notions interdites ne sont pas sans rappeler les critiques de Zhang Weiwei, que j'ai connu grâce à Emmanuel, un proche de Xi Jinping. Enfin, je ne l'ai pas connu personnellement, parce qu'en disant un proche de Xi Jinping, non, j'ai connu ses écrits. Ce monsieur est parfaitement anglophone et professeur de relations internationales à l'université Fudan. C'est lui qui a notamment posé le concept d'État-civilisation et celui d'État-nation, pour mieux affirmer la prééminence du modèle chinois. Il critique avec virulence l'Occident qui se révèle à ses yeux incapable d'appliquer une justice véritable et de sanctionner ceux qui doivent être punis. Ainsi, crée-t-il, les responsables américains de la crise financière de 2007-2008 ont-ils pu continuer de s'enrichir sans encourir de sanctions? C'est la raison pour laquelle le système légal chinois se montre supérieur au régime juridique occidental en s'affranchissant, je cite, du populisme à l'esprit étriqué, du court-termisme et du légalisme excessif qui caractérise l'Occident. La loi doit s'appliquer, imposer le châtiment avec une rigueur totale. L'influence des dignitaires au détriment de la maison royale et le mépris de la loi au profit des supputations constituent, d'après Ram Fei, les deux premières causes de la ruine d'un État. Or, dans son discours tout récent, du 16 octobre 2022, à l'occasion du 20e congrès, Xi Jinping a particulièrement insisté sur le mauvais respect des lois qui prévalaient avant son arrivée, critiquant ainsi vivement son prédécesseur, Hu Jintao, et sur la nécessité donc d'y remédier. Voilà pourquoi, au cours des 10 dernières années, l'édification du système de l'État de droit socialiste à la chinoise a été accélérée. Je le cite, c'est un texte. De même, c'est par l'application scrupuleuse des lois, en particulier celle sur la sauvegarde de la sécurité nationale dans la région administrative spéciale, que l'ordre a pu être restauré à Hong Kong, mettant ainsi en pratique le principe de gouvernance de Hong Kong par les patriotes. Donc c'est intéressant parce que dans le discours officiel qui clôt le 20e congrès, qui est la marque de son sacre, puisque Xi Jinping est le président et le secrétaire général du parti le plus puissant depuis la création de la République populaire de Chine, depuis peu. Et dans son discours, Xi Jinping explique qu'à son arrivée, voici 10 ans, la situation était très mauvaise et qu'une des principales raisons de cette situation mauvaise était le mépris des lois et qu'il était temps donc d'y remédier. C'est une des clés de lecture probables pour comprendre ce qui s'est passé avec Hu Jintao. Je fais une petite parenthèse ici. On peut, je pense, utiliser le paradigme du bouc émissaire pour interpréter, comme vous l'avez fait, l'expulsion de Hu Jintao devant tout le monde. Je rajouterai même une petite caractéristique. Hu Jintao ne pratiquait pas. Néanmoins, il était le seul à avoir une chevelure blanche. Et grâce à un ami présent dans la salle, qui me l'a expliqué, il se trouve que les responsables qui sont aux commandes ne doivent pas paraître vieux, ils ont tous les cheveux teints noirs. Hu Jintao était le seul qui avait cette petite marque physique, cette petite particularité physique. Donc je soumets ça à votre sagace réflexion. Et voilà, je pense qu'il y a des choses à tirer. Le point dont je vous ai parlé sur Hong Kong est intéressant parce qu'il s'agissait de casser les émeutiers à Hong Kong. Or, un petit extrait du livre du Printemps que je vous ai lu tout à l'heure, rappelez-vous, il faut vaincre son peuple avant de vaincre un ennemi extérieur. Aussi était-il urgent de régler la question hongkongaise, ainsi que toute velléité dissidente ou simplement contestataire, et ce, du Xinjiang à la mer de Chine méridionale. Cette mise en bon ordre à l'intérieur des frontières est ainsi justifiée par Ram Fei dès l'ouverture de son texte. Un pays en désordre qui attaque un pays en ordre court à sa perte. Un pays corrompu qui attaque un pays où règne la droiture court à sa perte. Un pays indiscipliné qui attaque un pays discipliné court à sa perte. Aux yeux du PCC, les pays occidentaux et au premier titre les États-Unis cumulent ces trois facteurs de perdition. C'est un des principaux axes développés dans le précédent livre d'Emmanuel Bois-de-Prisme, dont je recommande la lecture, La Chine et le monde, un livre écrit à 4 mains avec Madame Dubois. Vaincre son peuple passe par un principe déjà énoncé, sur lequel je vais revenir, qui se trouve au fondement même du légisme, c'est celui de la surveillance. Rappelez-vous, du fond de son palais, le palais souverain scrute les 4 maires. Mao Zedong déclara en décembre 1973, lors d'une réunion du bureau politique, le bureau politique gère tout, le parti, le gouvernement, l'armée, le peuple, l'éducation, l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord ainsi que le Centre. Le 5 Orient, un héritage direct aussi de toute la tradition religieuse chinoise. Parenthèse fermée. Plus de 40 ans après, Xi Jinping dira à son tour:
le parti, le gouvernement, l'armée, le peuple, l'éducation, l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, ainsi que le Centre, tout est contrôlé par le parti. La NATIM sera ensuite insérée dans le dernier paragraphe du programme général des statuts du PCC le 24 octobre 2017. Aujourd'hui, la surveillance en Chine est technologique. Elle constitue un tripode dont les 3 pieds sont l'exploitation des bases de données, banque, assurance, santé, etc. Le téléphone, notamment via l'application WeChat, et la vidéosurveillance, avec près de 350 millions de caméras couplées à des algorithmes, contre un peu plus, à titre de comparaison, de 60 millions aux États-Unis. Outre les problématiques liées au développement des villes intelligentes, la surveillance technologique en Chine s'articule autour de 2 projets, appelés éclat neigeux et filet céleste. Tiens, le filet, on y revient. On retrouve ici la métaphore du filet qui ne laisse passer aucun panneau, ni aucun fraudeur. Le premier dispositif, éclat neigeux, est déployé, lui, dans les zones rurales, districts et villages. Le second est déployé en milieu urbain, mais il a une variante, une déclinaison, qui est déployée à l'étranger, avec son système dit opération spéciale de chasse au renard. Cette opération spéciale de chasse au renard est menée par une unité chargée de la récupération des fugitifs et de la lutte contre la corruption transfrontalière. Lors de la conférence de presse du 28 juin 2021 tenue à l'occasion du centenaire de la fondation du Parti communiste, le secrétaire adjoint de la Commission centrale de contrôle de la discipline, Xiao Pei, a déclaré avoir rapatrié, depuis la fondation du programme, c'est-à-dire en 2014, tenez-vous bien, quelques 9165 fugitifs dans 120 pays, dont 2408 membres du PCC et employés de l'État, et avoir récupéré plus de 21 milliards de yuan, soit presque 3 milliards d'euros d'argent volé. Le parti souverain veut ainsi contrôler toute sa population sous le ciel, le fameux Tianxia. Concernant les diasporas, c'est-à-dire ceux des Chinois qui ont adopté la nationalité du pays d'accueil, c'est au front uni l'arme magique des autorités de la surveiller et de contrôler plus largement les récits étrangers sur la Chine. Garantir l'ordre implique la nécessité de surveiller, de réguler et donc de punir. Or, le dispositif global de surveillance rend possible le système de crédit social. En évaluant la probité des personnes physiques et morales, celui-ci apporte une réponse au gouvernement chinois dans son souci de mieux imposer le respect des lois par le truchement des 2 manipules légistes, les châtiments et les récompenses. Le crédit social et l'individualisation de la surveillance permettent de résoudre un problème posé par le légisme, bien que totalement assumé par ses partisans, celui de la juste rétribution des châtiments et des récompenses. Voici ce que nous dit Han Fei. Selon un vieil adage, on gouverne comme on se lave la tête. On le fait même si l'on doit y laisser des cheveux. Quiconque s'attache aux cheveux qu'il sacrifie et oublie le bienfait qu'il procure aux cheveux qui restent ne comprend rien au pouvoir. Une surveillance absolument efficiente permettrait donc de ne plus sacrifier de cheveux. Sans doute est-ce là une raison pour laquelle le crédit social ne paraît pas poser de problème à la population dans sa grande majorité. Si tout fonctionne correctement, une lecture à ce point fine et objective, puisque je vous rappelle que le parti éclairé par la science cherche la vérité dans les faits et établit des lois qui s'imposent à tous, ne peut que réduire les injustices. La recherche de la vérité dans les faits, slogan d'aspiration légiste du PCC depuis Deng Xiaoping, est précisément revendiqué par Xi Jinping au fil de ses nombreux discours. Il suffit d'aller lire ses œuvres. Il est vrai que l'actuel président a su tirer d'une situation qu'il a parfaitement analysée. En 2013, la société chinoise arrivait au carrefour de 2 phénomènes. D'une part, la criminalité avait considérablement augmenté du fait notamment des disparités de richesse, et d'autre part, l'émergence de la classe moyenne s'accélérait. La sécurité dans les rues constituait de fait une préoccupation majeure. Il était donc habile d'y apporter une réponse à la fois globale et individualisée par la surveillance technologique et le crédit social. Cependant, le modèle de surveillance actuellement déployé sur le territoire chinois semble devenir de plus en plus prédictif et discriminatoire. En témoigne le dispositif numérique de la police au Xinjiang. Voilà qui constitue une entrave supplémentaire à la possibilité d'envisager aujourd'hui l'état de droit en Chine autrement qu'à la lumière du socialisme à la chinoise. Si jamais il y a des sujets pour lesquels vous souhaitez des références, je pourrais vous les donner. Tel est donc le rêve chinois de Xi Jinping, un pays respectueux des lois, prospère et puissant. Mais l'importance stratégique de la loi dépasse les frontières de la Chine. Elle s'inscrit dans la doctrine des 3 guerres, Sanzhong Jianfa, dont celle du droit, la guerre du droit, qui a été formulée en 2003 et qui concerne au premier chef l'armée populaire de libération. Les 2 autres guerres sont celles de l'opinion publique et la guerre psychologique. Il s'agit en somme pour la Chine de se doter des moyens de mener un conflit non cinétique avec l'extérieur, fût-ce en temps de guerre ou en temps de paix, destiné à asseoir son influence et à détruire tout potentiel de déstabilisation à son encontre. La guerre du droit en particulier est considérée comme une arme de guerre utile aux 3 temporalités du conflit. Avant, par la dissuasion et l'empêchement, pendant, par l'attaque et la contrainte, après, par la sanction et la réparation. Enfin, la guerre du droit sert l'ambition hégémonique et révisionniste du PCC, en cela que ce dernier aspire à une reconfiguration du système international à l'aune de ses propres normes, dont les normes juridiques.
Deux exemples actuels illustrent pleinement. Le premier concerne le droit maritime, domaine dans lequel la Chine bâtit sa puissance, en même temps qu'elle tente de remettre en cause les fondements du droit international. Au principe coutumier qui veut que la terre domine la mer, Pékin souhaiterait imposer un renversement majeur pour que la mer dominât la terre, afin de résoudre ces différents territoriaux. Le second exemple est lié au cadre légal des données numériques. Depuis l'entrée en vigueur en juin 2017 de la loi sur la cybersécurité, puis de la loi sur la protection des données personnelles en novembre 2021, le gouvernement chinois s'est doté d'un dispositif très contraignant à l'endroit des entreprises étrangères ayant une activité sur le sol de RPC. Celle-ci se heurte à un protectionnisme numérique féroce ainsi qu'à des mesures intrusives. Sur ce point, le cadre chinois s'avère assurément plus proche du modèle américain que du RGPD européen. Certains juristes considèrent enfin que le système chinois fait du droit de la compliance un usage diamétralement opposé au nôtre, imposant ainsi par la loi une obéissance totale à l'État dans l'usage de données numériques et personnelles. Ainsi, le prince peut-il contrôler les 5 Orients, faisant des lois qu'il promulgue lui-même l'instrument de son contrôle. J'en viens à ma conclusion. Bien évidemment, à tenter de cerner la tentation légiste dans la gouvernance de la Chine contemporaine, on peut parfois se hâter de voir l'influence de Shangyang ou de Ramphei en un endroit, y compris là où elle n'est pas. Il se murmure par exemple au sein de l'élite chinoise occidentalisée que le confinement strict de Shanghai était peut-être une répétition générale pour s'assurer que la population pouvait endurer pareille situation en cas de représailles si Pékin venait à attaquer Taïwan. Or, il se trouve que Ramphei a précisément théorisé les bienfaits de l'endurance et des privations pour mieux résister aux conflits et à la famine. Peut-être n'est-ce là qu'une coïncidence. Mais sans doute vaut-il mieux prendre garde au biais de confirmation. Une chose est sûre, cependant, la culture chinoise n'est pas réductible au confucianisme, comme on le trouve parfois écrit, ou comme les officiels chinois aiment à le dire. Et l'éminent sinologue récemment disparu, Christopher Schipper, de le rappeler, je le cite, « L'influence du légisme est restée prépondérante jusqu'à nos jours. La référence au classique du confucianisme servant surtout à donner un air d'humanité et à un pouvoir resté fondamentalement étatiste et bureaucratique. » Sans doute le ritualisme confucéen et son idéal de vertu ont-ils en effet contribué à tempérer la tendance totalitaire du légisme jusqu'à aujourd'hui. Si tel est le cas, je souhaiterais en cette occasion citer un propos de René Girard qui trouve ici une résonance toute particulière. Les idéologies totalitaires, c'est toujours dans la route antique des hommes pervers, petit livre méconnu, c'est dommage. Les idéologies totalitaires détruisent la croyance en une justice impartiale et souveraine, étrangère au conflit de la cité terrestre. Les régimes qui triomphent sur les ruines de l'égalité systématiquement bafouées ne disposent plus de celle-ci quand à leur tour ils en ont besoin. Ils ont détruit la transcendance effective de la loi par rapport aux individus qui composent la société réelle. Quand il n'y a plus cette transcendance pour assurer la souveraineté et la continuité des institutions judiciaires, plus de principes invulnérables aux ambitions rivales, aux vicissitudes de l'histoire, à la corruption, à la médiocrité de ses représentants, quelque chose d'immense est perdu. Ou bien il n'y a plus du tout de vérité commune, ou bien pour en imposer une, il faut la vivre jusqu'au bout et au besoin de mourir pour elle si on est prêt à tuer pour elle. Il faut se confondre avec elle sans faire l'incarnation. Dans les systèmes totalitaires, les dirigeants tendent vers ce statut d'incarnation. Ils n'écrivent que des livres infaillibles, n'énoncent que des paroles géniales. On les traite comme la vérité vivante, le roi sacré. C'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Mais quand les idoles sont plusieurs, le moindre désaccord entre elles affecte et compromet une vérité qui n'existe vraiment que dans ces incarnations privilégiées. Le conflit des idoles, c'est le sacré qui se divise et se fragmente. Toute la société, par derrière, risque de se diviser et de se décomposer. La victoire physique d'une faction sur ses rivales ne suffit pas à rétablir l'unité du vrai. Puisse donc le pouvoir chinois entendre cette mise en garde. Mais s'agissant des conséquences de la seule prééminence des lois, je terminerai mon exposé en revenant dans ma zone de confort et en vous citant une référence proprement chinoise, cette fois un extrait d'une composition poétique de Wu Yun, un lettré taoïste du 8e siècle, qui décrit ainsi le déclin de l'âge d'or, en partie causé par la doctrine légiste. Le texte est très long, je vais sélectionner juste 3 distiques. Il y eut d'abord la dévolution du trône, puis le recours aux armes. Malgré la justesse des politiques et de l'éducation, les lois et les ordonnances furent multipliées. Les rois voulurent réfréner les troubles afin d'instaurer l'ordre, mais ils ne firent qu'attiser le vent pour apaiser les ramets. Voilà, je vous remercie. Des questions ? Les applaudissements vous ont réveillé du coup. Monsieur. Revenir sur le rapport entre la Chine et les lois internationales.
est-ce qu'il y en a dont ils prennent l'initiative? Est-ce qu'ils les tolèrent? Est-ce qu'ils les respectent? C'est par rapport au système de pensée par rapport à la loi que je m'interroge là-dessus. Vous avez donné un exemple à la fin de votre exposé, et je voudrais que vous en disiez un peu plus sur l'ordre international. Sur l'ordre international, mais qui prend l'initiative? Oui, est-ce que la Chine prend l'initiative? Ah oui. La Chine commence maintenant à prendre l'initiative, persuadée que le rapport de force est en sa faveur. Jusqu'à il y a peu, elle naviguait toujours en deuxième position, souvent d'ailleurs derrière la Russie. Et maintenant, elle commence à s'imposer davantage. Dans un livre récent, dont j'ai oublié le titre, je crois que c'est La Chine, demain la guerre, pour l'interrogation, Jean-Pierre Cabestan, fin connaisseur de la Chine contemporaine, qualifie la Chine de puissance révisionniste. Ce qualificatif est repris par Yersen dans son rapport révisionniste parce que précisément on assiste à un phénomène nouveau, c'est que la Chine prend l'initiative d'apporter des changements en matière de droit, en matière de normes dans absolument tous les domaines. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, avec lequel il faut composer. Évidemment, la Chine entraîne avec elle d'autres pays. Il suffit de voir l'organisme de coopération de Shanghai. Évidemment, son premier partenaire, bon, là c'est peut-être un caillou dans la chaussure en ce moment, mais c'est la Russie. La Russie est en train de suivre la Chine, notamment sur toutes les questions de souveraineté de l'Internet, où la Chine a promu sa voix, 2 ans après, la Russie a promu une partie. Donc on voit que la Chine est en train de constituer une équipe pour justement s'imposer de plus en plus dans le domaine du droit international, pour en changer les règles, pour en changer les normes. Sur le plan du droit maritime, en ce moment, c'est flagrant. John, tout à l'heure, prenait l'exemple de la militarisation des îlots en mer de Chine méridionale. Là, on peut dire qu'elle prend l'initiative et elle met les autres puissances devant le fait accompli. Donc, on est vraiment en train d'assister à un basculement où la Chine, maintenant, est à peu près sûre d'elle, et peut-être se trompe-t-elle d'ailleurs, dans le rapport de force qui l'oppose aux autres puissances, en particulier les États-Unis. Maintenant, on la voit prendre de plus en plus d'initiatives. Et pour en revenir encore au genre, je dirais qu'il y a la façon premier degré de considérer le genre, c'est-à-dire effectivement le rituel du renoncement, où, comme l'évoque Emmanuel, on va laisser l'autre prendre l'initiative et de ce fait, on va causer la perte de l'autre. Mais en réalité, maintenant, le genre, en Chine, il est, quand on lit quelques textes qui commentent, qui glosent la notion de genre dans la stratégie, il consiste simplement à dire qu'on fait croire à l'autre, on lui laisse l'initiative, mais en réalité, on a déjà contrôlé toute la pièce où il croit prendre l'initiative d'entrée. Oui, c'est la même chose, sauf que ça prend dans les faits une dimension beaucoup plus active en termes d'action, en termes d'opération. C'est-à-dire que maintenant, il lance des opérations qui ne sont pas symboliques, qui sont réelles, qui sont effectives. Et chose qu'il faisait moins auparavant, où justement, ils avaient tendance à se cacher derrière cette victoire sans combat, qui en réalité est toujours restée symbolique dans l'histoire classique de la Chine, puisque les guerres ont été très semblantes, comme elles ne sauraient l'être autrement. Donc voilà. Donc oui, on assiste à une dimension plus offensive. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Olivier, juste un mot, on peut peut-être ajouter en complément de cette question l'intérêt de la Chine aujourd'hui pour les organisations internationales. Interpol, l'Organisation internationale des télécommunications, qui a été présidée longtemps par les représentants chinois, peut-être d'autres, mais ils sont aussi aujourd'hui intéressés à prendre pied dans les organisations internationales. Je crois qu'on pourrait aussi rajouter qu'il y a le monde chinois et puis il y a le reste du monde. Donc la Chine a bien montré que le Pacifique proche c'était la Chine. Par contre, dans le reste du monde, elle a tendance à respecter les règles internationales. Par exemple, le droit du pôle Nord et au pôle Sud, elle respecte les règles internationales. Elle n'est pas encore prête à prendre la direction de ces endroits-là. Donc pour l'instant, elle est encore dans un stade intermédiaire. Pour l'instant. Oui, parce qu'elle ne peut pas faire autrement.
Attendez, il y a une question avant la monsieur. Pardon. Xi Jinping explique qu'après avoir rencontré Lee Kuan Yew, l'ancien Premier ministre de Singapour, il s'est réapproprié, comme l'avait fait là, le modèle de Singapour. Et parmi les axes que Lee Kuan Yew avait renforcés dans son esprit, il y avait le renforcement de l'état de droit. Alors ça, c'est intéressant parce que ça ouvre la question de l'application du légisme en dehors de la Chine. Et si on balaye un petit peu un certain nombre de pays en Asie, je ne vais pas forcément citer de nom, mais que ce soit des pays à caractère relativement autoritaire ou démocratique, il y a une imprégnation certaine du légisme. Donc, j'ai bien compris que dans votre analyse, il y a des degrés d'appréciation de la manière dont on peut pratiquer le légisme, mais globalement, pour l'Asie, j'ai l'impression que c'est pas choquant que la Chine intègre à sa politique une dimension légiste. Comment vous réagissez? D'abord, j'aurais deux questions. La première, est-ce que l'application du légisme dans d'autres pays asiatiques, ça correspond à votre vision des choses, ça crée une réaction chez vous, et est-ce que, au fond, le fait que l'application du légisme en Chine soit validée par la zone asiatique, ce ne serait pas un élément extrêmement confortable pour le pouvoir chinois? Je pense que ça se situe sur différents niveaux, c'est-à-dire que sur le plan conceptuel, sur le plan de la philosophie politique, oui, vous avez raison. Après, dans les faits, en termes de relations de voisinage et d'équilibre de puissance, c'est une autre histoire. Parce que ces puissances-là vont subir leur encombrant voisin. Et de ce point de vue, je ne suis pas sûr qu'elles le prennent très bien, même si effectivement toute l'économie légiste derrière, qui peut imprégner la gouvernance de l'État, elles en sont tout à fait familières, ça c'est évident. Oui. Et alors c'est intéressant parce que il y a trois choses qui ont imprégné l'Asie, le voisinage proche de la Chine en réalité, enfin trois choses, beaucoup plus, mais il y en a trois qui sont intéressantes à mettre en perspective. Il y a effectivement la tradition dite confucéenne, il y a le bouddhisme qui est un formidable outil de régulation sociale, et puis il y a le légisme. Oui. Simplement, le légisme est avant tout un outil de gouvernement avant d'être un outil qui peut être approprié par le peuple lui-même, ce qui est différent du bouddhisme et du rituel confucéen, des rituels confucéens. Donc on a un outil puissant de gouvernance qui a toujours accompagné la Chine, malgré le discours officiel ou l'historiographie, jusqu'à nos jours, et qui aujourd'hui est de plus en plus assumé, parce que selon les époques, on disait plus ou moins qu'on se référait à des textes légistes. Là, c'est assumé comme ça n'a jamais été dans la Chine nouvelle. Ça, c'est intéressant de ce point de vue-là. Donc oui, les autres puissances sont familières de ces concepts, sont familières de ces notions. Pour autant, je ne suis pas certain que leur application par la Chine les arrange sur le plan de la géopolitique locale. Est-ce que le rêve chinois ne se transforme pas en cauchemar chinois? C'est vous qui me dites? Avec la politique zéro Covid, pour 1,5 milliard, quasiment, population de 1,5 milliard, et on peut accepter la loi, jusqu'à quel niveau, quand elle devient action, emprisonner les populations entières, parce que ça peut durer longtemps. Et il y avait justement, il y a peu de jours, il y a je vais dire presque, pas révolution, mais une insurrection dans la plus grande usine. Oui, il y a plusieurs. Oui, ça va très mal en Chine avec la politique zéro Covid. Alors, ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir, certains se demandent si ce n'est pas une test de résilience de la population pour éventuellement donner des sanctions en cas de déclenchement d'une action contre témoin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Au début, je trouvais ça. Disons que j'étais certain qu'ils ne l'avaient pas fait pour ça. Maintenant, ces gens-là savent tirer des leçons avec beaucoup d'intelligence. Donc après, ils puissent éventuellement exploiter une opportunité, pourquoi pas. Toujours est-il que cette rumeur commence à se répandre de plus en plus en Chine. Je ne sais pas quoi en penser. Pour le reste, le problème du parti, c'est que, vous savez, la plupart des présidents, des secrétaires des
secrétaires, enfin des hommes d'État chinois, ils n'ont pas fait l'ENA. Ce sont des gens qui sont ingénieurs. Et ça, c'est important pour l'image du parti, puisque le slogan du parti, c'est, sur légiste et officialisé depuis Deng Xiaoping, comme je disais tout à l'heure, c'est c'est-à-dire chercher la vérité dans les faits. Et pour cela, le parti s'appuie sur la science. Le parti est éclairé par la science. La preuve, ses dirigeants sont des scientifiques. Et donc, puisque le parti est éclairé par la science, il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas le taxer d'idéologie aveuglante, il ne peut pas se tromper, puisque son approche, sa démarche, sont scientifiques. À partir de là, quelqu'un qui désobéit aux prérogatives de l'État, il peut se tromper, ça arrive à tout le monde. Mais on lui explique qu'il s'est trompé. Et donc le parti lui explique, mais le parti, lui, ne se trompera pas, puisque parfaitement objectif, puisque éclairé par la science, il lui explique que tu t'es trompé. Et là, si l'individu persévère dans l'erreur, alors il persévère dans l'erreur en connaissance de cause, en sachant qu'il a tort, et donc du coup, ça devient une faute morale. Et donc c'est criminel. Ce qui fait qu'il n'y a pas tant de dissidents en Chine que de criminels en réalité. Et donc, il faut imaginer ce que ça représente là-bas, cette dimension-là. Voilà. Et là, effectivement, alors le problème, c'est que le parti, puisqu'il est éclairé par la science, il ne peut pas se tromper. Et donc, avoir imposé la politique zéro Covid et revenir dessus, ça pose problème, surtout quand on sait attribuer les lauriers de la réussite de cette politique en opposant la politique occidentale, en disant, ça y est, tout est fini chez nous, tout est réglé. D'autant que pour les Chinois, le virus vient de l'Ouest. Donc là, je pense qu'ils sont très embêtés, c'est un gros caillou dans la chaussure. Bien. Deux questions rapides. Ce que vous venez de dire appelle une réaction des Occidentaux. Je vous en prie. José Biden a essayé déjà, il a pris une initiative intéressante il y a quelques mois. Enfin, c'est une question à double détente. Premièrement, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative qu'il a prise, qu'il a quand même réuni un certain nombre de chefs d'État, etc., sur ce thème? Est-ce que ça apporte déjà quelque chose? Et est-ce qu'on ne pourrait pas aller à imaginer la nécessité de constituer assez rapidement ce qu'on pourrait appeler un institut mondial de la démocratie, ne serait-ce que pour expliquer aux gens ce que ça signifie, et s'organiser déjà pour dire le mal? Les Chinois seraient présidents de cet institut de la démocratie, ou en tout cas vice-président dans un premier temps, comme il l'avait fait précédemment avec les institutions internationales. Non, je pense que le problème, c'est que jusqu'à présent, et les discussions avec le collègue sinologue de ce matin, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'il y a des pièges à éviter, et parmi ces pièges à éviter, il y a l'essentialisme, le culturalisme, le relativisme, tous ces trucs en isme. Et le problème, c'est que quand on discute avec des Chinois des sujets qui fâchent, on tombe souvent dans ces écueils-là. Et les Chinois s'en servent. Ils vous disent, vous ne pouvez pas nous comprendre, on n'est pas pareil. Voilà. Donc l'état de droit, les Chinois, ça n'a rien à voir avec votre état de droit. C'est normal parce que c'est la Chine, le droit de l'homme. Et on se retrouve devant un mur, on ne discute pas trop. Et autant François Julien, je suis loin d'être d'accord avec lui sur beaucoup de choses, autant un jour il a accordé une interview à une revue qui s'appelle Le Philosophoire, je crois, où il parlait de la manière d'aborder la question des droits de l'homme. Et c'est vrai, les Chinois, ils appuient tout de suite. Quand vous êtes avec les Chinois, ils vous testent. Et c'est eux qui lancent ce sujet. En disant, nous, on a préféré le développement économique au développement des droits individuels. Et là, ils attendent votre réaction. Alors vous êtes gênés, vous êtes enfin, quand on les connaît, on n'est pas gênés, parce qu'on sait comment parler. Mais souvent, les interlocuteurs occidentaux sont gênés. Ils n'osent pas dire qu'ils ne partagent pas du tout la vision. Enfin, c'est assez compliqué, alors que François Julien expliquait qu'il faut déjà distinguer deux types de sociétés, la société d'intégration et la société d'émancipation. Et prendre la grille de la société d'émancipation pour essayer de l'appliquer sur une société d'intégration, ça ne va pas marcher. Et donc, en évitant ces écueils de culturalisme, de socialisme, etc., on peut arriver à jeter des ponts pour, effectivement, pouvoir discuter avec les Chinois. Et typiquement, quand on a lu les textes légistes, et quand on a lu tous les textes, ou presque tous, de Xi Jinping en ce moment, eh ben, on s'aperçoit que, oui, c'est-à-dire qu'au-delà des mots, l'état de droit, il dit non, mon coco, quand tu parles d'état de droit, moi je sais que derrière, il y a tout ça, et donc ça implique telle politique de ta part. Et donc, commencer à se donner les moyens de discuter avec eux, ils aiment lorsqu'on leur oppose des arguments et lorsqu'on tient une ligne ferme. Les Allemands ont toujours été plus fermes que les Français avec la Chine, et les Allemands ont toujours signé plus de contrats que les Français avec la Chine. Et voilà.
Dernière question, monsieur. Oui. Pourquoi les dirigeants actuels chinois n'ont-ils pas continué la politique de se cacher leur volonté de puissance, et pourquoi l'ont-elles développée à ce point-là actuellement? Est-ce qu'ils considèrent, je crois que vous l'avez dit, ou le précédent orateur avait dit, parce que l'Occident est décadent après la crise de 2008? Quel est votre point de vue, s'il vous plaît? Je suis décidément bien loin de la zone de confort des lettrés du 8e siècle. Mais je vais essayer de répondre. Alors, je pense que c'est un retour de balancier. Je pense que, alors ça n'engage que moi, ce qui se passe avec la Chine en ce moment doit être compris à l'aune du 19e siècle. Et que si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas ce que la Chine essaie de construire. Donc, une fois qu'on a ça en tête, ben oui, la Chine est en train de prendre sa revanche. Le siècle des humiliations est vraiment un traumatisme pour la Chine. Il faut imaginer quand même, vous savez, les Chinois nous vendent la médecine traditionnelle chinoise, toutes ces traditions chinoises, mais au lendemain du siècle des humiliations, il y a eu des courants réformateurs très forts en Chine, évidemment, qui ont voulu se défaire de tout ce qui était la cause de l'humiliation chinoise. Et une des principales raisons, à leurs yeux, de l'humiliation chinoise, c'était les superstitions. Bien avant les communistes, déjà au début du XXe, avec les républicanistes. Et les communistes ont juste fini d'enfoncer un clou déjà bien planté. Et la Chine, sans tomber dans les travers de l'interculturalité, mais disons, si on devait dessiner une tendance forte, la tendance forte dans le développement intellectuel dans la Chine classique n'a pas été celle de l'argumentation, même si ça existait. Je renvoie à un livre de Jean Lévy, un petit livre, l'encyclopédie des licences, qui montre que ça existait. Néanmoins, la tendance forte en Chine, ça a été celui de l'analogie, la correspondance entre le microcosme et le macrocosme. Et ça, c'est le génie chinois. C'est-à-dire qu'une fois qu'on comprend les principes structurants, on est capable de les appliquer à tous les champs de l'expressivité humaine. C'est pour ça que la théorie de l'architecture, la théorie de la peinture, la théorie de la musique, la théorie des arts martiaux, ce que vous voulez, en fait, vous la comprenez. Après, il vous manque la technique, il vous manque le savoir-faire technique propre à la discipline. Mais vous comprenez les principes qui vont structurer ça. Et donc, il se trouve que ces principes qui structurent tout ça sont avant tout cosmogoniques. Et la cosmogonie a été frappée du sceau de l'infamie d'être la mère de toutes les superstitions qui ont conduit la Chine à son humiliation. Et donc, tout ce qui est relevé de la cosmogonie, les traditions symboliques cosmogoniques, ont été écartées dans beaucoup de domaines. Et dans beaucoup de domaines traditionnels, dont la médecine chinoise, que les Chinois sont en train de reconstituer, alors qu'ils nous vendent une médecine chinoise multimillénaire, ininterrompue, etc. Les textes, eux, ont survécu, oui, parce que peut-être qu'une caractéristique essentielle, je ne sais pas ce qu'en pense Barendt, mais une caractéristique essentielle de l'identité chinoise, si on devait parler d'identité, mais c'est très compliqué, ce sont des processus identificatoires, eh ben, c'est la langue, parce que l'écriture chinoise, enfin pas la langue, l'écriture a été vraiment le vecteur de ce qui a forgé l'identité chinoise. Et donc le texte, l'écrit, jouit d'un statut très particulier en Chine. Donc même lors de ces périodes sombres de rejet, de destruction, les textes, la plupart du temps, ont survécu. Le problème, c'est qu'on a perdu la transmission orale qui permet de poser la chair sur ce squelette. Et une fois qu'on comprend tout ça, on se dit, ben voilà, le traumatisme du 19e siècle, toutes les pertes qui ont suivi, la Chine a dû se le reconstruire, donc elle disait apprendre de l'Occident pour triompher de l'Occident. Chen Duxiu, qui deviendra un secrétaire général du Parti communiste, aura cette phrase terrible, il dira la médecine traditionnelle chinoise est la plus grave maladie de la Chine. Et on peut décliner ça sur beaucoup de traditions. Et donc, pour eux, ça a été une catastrophe. Et il était important pour eux, évidemment, de triompher de l'Occident, autrement que par la dimension militaire, belliciste. Moi, j'étais en Chine pendant l'attribution des JO de Pékin, et j'étais aussi en Chine pendant les JO, 3 fois en 2008. Et j'ai vu ce que ça représentait pour eux, ces Olympiades. Et justement, par rapport à la capacité d'exister à nouveau par rapport à l'Occident, de manière festive et non pas de manière compétitive. Et là, on a raté un rendez-vous, le dialogue avec la Chine, parce qu'il y a eu un basculement après. Et donc, je pense que c'est un retour de balancier au regard du 19e siècle, avec sans doute maintenant que le rapport de force, s'imagine-t-il, est-ce vrai, n'est-ce pas encore vrai, je ne sais pas, mais le rapport de force bascule en leur faveur, une forme d'arrogance qui découle de ce mouvement de balancier forcément un peu excessif, parce qu'il revient. Je interpréterai ça comme ça pour l'instant.
Bien, merci, cher Olivier Boutonnet. Merci encore d'être sorti de votre zone de confort.